Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 4e édition de Hit & Roll. Comme chaque semaine, nous allons faire un récap des derniers affrontements en Wargaming Gold League Europe. Nous présenterons une des équipes du tournoi, une interview exclusive et pour terminer, la plus belle bataille de la semaine. Toujours dans Hit & Roll. Ce soir, nous allons démarrer avec notre rubrique What's Up et un bref récap de la 4e semaine de la Wargaming Gold League Europe, alors que les équipes donnent tout pour sécuriser le meilleur classement possible avant la trêve hivernale. Nous embrayerons juste après avec un focus sur le futur char premium qui sera bientôt ajouté au jeu, le Tier 8 russe IS-3A. Nous aurons ensuite dans le viseur les Oops Tough Giraffies, une équipe nouvelle en ligue professionnelle mais qui a réussi à créer la surprise en ce début de saison. Toujours dans le viseur, j'aurai le plaisir d'interviewer Insane, l'un des membres des Oops et un des rares joueurs français en Gold League. Dans tant qu'à faire, nous verrons les résultats du concours de la semaine dernière et nous lancerons le nouveau concours de cette semaine. Enfin, nous clôturerons l'émission avec le commentaire du meilleur replay de la semaine, toujours avec le Jim. Cette semaine est la dernière avant la trêve hivernale. Pentasport et Wombat Tank sont absents pour participer à la World Cyber Arena. En rajoutant l'absence de synergie, cela nous laisse 9 équipes qui s'affrontent lors de cette 5e journée. Le premier match de cette nouvelle semaine est potentiellement un futur match de demi-finale de play-off. D'un côté, nous avons Kaznakru, dernière équipe invaincue de la phase de poule, et de l'autre, nous avons Tornado Rocks, dernier champion du Continental Rumble. Sur Prokhorovka, Kaznakru tente des stratégies inhabituelles qui fonctionnent bien en utilisant leur T8 comme appât en attaque, ou bien en spotter agressif en défense. Ils prennent à chaque fois l'avantage, mais Tornado Rocks joue sur le positionnement de leur char et ça marche. Bloqués par un T-110-5 en attaque, puis par un RU-251 en défense, les chars Kaznakru subissent et se font détruire. Tornado Rocks mène alors 2-0 et conserve cet avantage sur Himmelsdorf. Chaque équipe contourne son adversaire lors de sa défense, en encerclant plusieurs chars et en les détruisant rapidement. Sur mine, le premier match est un brawl, remporté par Tornado Rocks. Kaznakru pense qu'un second brawl va avoir lieu, mais leurs adversaires vont directement sur une base, les prenant totalement hors de position. Grosse déception pour Kaznakru, qui perdent la rencontre sur le score sans appel de 5-1 contre une équipe Tornado Rocks très en forme. Avec 5 défaites consécutives, les Polonais de Strong-Siema doivent mettre fin à cette série, mais leur adversaire n'est pas le plus faible. Avec une seule défaite par tiebreaker, Ding n'est pas un adversaire simple pour eux. Ce match commence également sur Prokhorovka. Strong-Siema tente une avancée agressive, mais Ding était positionné pour réceptionner celle-ci et gagne sa défense. Néanmoins, les Polonais prennent l'avantage sur le brawl durant la seconde bataille et égalisent le score. Les deux équipes remportent leur attaque sur Village Fantôme. Sur Murovanka, Ding ne réussit pas un bon focus sur le brawl initié par Strong-Siema, et malgré une belle avance, Ding perd son attaque. En revanche, leur défense est bien meilleure, forçant leurs adversaires à avancer trop loin. Les joueurs Strong-Siema tombent alors un par un et perdent également leur attaque. Le match se finit sur 2 brawls sur mine et les deux sont remportés assez difficilement par Ding malgré de mauvais engagements polonais. Un match compliqué pour les deux équipes avec des décisions douteuses et un niveau de jeu plutôt faible. C'est une mauvaise bataille, mais Ding arrache la victoire sur la fin 5-3. Avec Strong-Siema, Out of Range est également en grande difficulté ces derniers temps. Sur 18 batailles, ils n'en ont remporté que 3. Utopia est en meilleure forme, même s'ils n'ont qu'une victoire en 4 confrontations. Maïnovka est la première carte, avec Utopia en attaque, qui met la pression sur la base ouest avec les chars lourds, tout en laissant les 3 chars moyens à l'est. Out of Range détruit les lourds, mais se fait capturer la base opposée par les médiums. La seconde bataille se joue à un tir, mais l'avantage de la défense fait que Muka n'a qu'à attendre la tentative de capture de base de Out of Range par Komi Kerolf pour se positionner et l'abattre. Il donne ainsi la deuxième victoire pour Utopia, avant d'aller sur Step, qui montre toute la faiblesse actuelle d'Out of Range. Cette équipe force beaucoup trop les affrontements, car elle ne trouve pas la solution durant les premières minutes de la bataille. À chaque fois, elle tente d'aller au contact, et à chaque fois, l'équipe prend beaucoup trop de dégâts. L'attaque sur Village Fantôme par Out of Range est également mal exécutée, et la pause hivernale est la bienvenue pour l'équipe qui doit se remettre en question. Pour Utopia, c'est une deuxième victoire, une victoire qui les relance dans la course au play-off. Ding a été très inquiétant durant leur affrontement contre Strong-Siema. Ces joueurs sont dans l'obligation de retrouver leur assurance afin de lutter contre Oops, une des 2 révélations de cette saison. Le match commence sur un brawl remporté par Oops. Ding choisit de jouer l'ouest de la carte sur son attaque, mais lors de leur agression, Oops est plus efficace et remporte leur défense. À 2-0, Oops tente de poser un piège à leurs adversaires, et même si un char Ding tombe assez rapidement,
les autres sont en bien meilleure position et détruisent leurs ennemis. Cependant, Oops gagne également son attaque grâce à un bon repositionnement et de bons tirs d'artillerie d'Insane. À 3-1, les deux équipes vont sur Himmelsdorf. Oops montre de très bons choix stratégiques en réussissant à encercler les Ding alors que ces derniers avaient un bel avantage avec leur agression sur la colline. A l'inverse, le choix de Reluzik est mauvais sur la colline, laissant ses coéquipiers à 6 contre 7. Ding résiste, mais cela ne suffit pas et ils perdent par capture. C'est encore une très belle bataille des Oops qui confirment leur grande forme du moment avec leur victoire 5-1. A l'inverse, la performance de Ding cette semaine n'est pas très bonne et on pouvait attendre plus de résistance de leur part. Rusty Ruster et Knickebrod sont sur deux dynamiques différentes. Comme Oops, Knickebrod est en très bonne forme avec une dernière victoire contre Utopia. Pour Rusty Ruster, le début de saison est délicat, mais ils ont obtenu la semaine dernière leur première victoire contre Strong Siema. Les deux équipes commencent sur Himmelsdorf et Rusty Ruster montre une très belle attaque en effectuant une manœuvre agressive à l'ouest tout en capturant la base. Knickebrod tente une attaque inédite avec un T-113 sur la colline, mais Rusty Ruster s'adapte bien, gagne la bataille et met 2-0 avant d'aller sur Prokhorovka. Les deux batailles sont des face-à-face au niveau des rails, et chaque fois, Rusty Ruster gagne de très belle manière en ne perdant aucun char. À 0-4, il n'y a plus droit à l'erreur pour Knickebrod sur Village Fantôme. Autant les positionnements étaient médiocres sur Himmelsdorf, mais ceux de Village Fantôme sont bien meilleurs, et cela les aide contre une équipe plus à l'aise sur les affrontements directs. Rusty Ruster n'arrive pas à être efficace et perd les deux batailles. Il leur reste cependant 2 balles de match sur Winberg, mais Knickebrod les sauve avec une bonne défense classique et une attaque sur de front suivie d'une capture de la base du nord. Le tiebreaker est très serré entre les deux équipes, mais le barillet de Kruk scelle le destin de Rusty Ruster. C'est donc un énorme comeback de la part de Knickebrod qui n'a pas lâché et inflige une défaite très dure à encaisser pour Rusty Ruster sur le score de 4-5. Le dernier affrontement de la semaine entre Kaznakru et Strong Siema est un des plus déséquilibrés théoriquement. Cependant, la défaite de Kaznakru contre Tornado Rocks peut donner quelques espoirs à Strong Siema de remporter enfin leur première bataille. Le premier match illustre parfaitement les problèmes de Strong Siema sur Murobanka. Les joueurs effectuent une belle concave, mais elle n'est pas efficace et les joueurs ne se couvrent pas entre eux. Cela laisse le champ libre à Kaznakru d'aller détruire les chars adverses un par un. Les joueurs Kazna se permettent même de jouer sur deux flancs totalement opposés et ils gagnent. Les deux équipes vont ensuite sur Village Fantôme avec Strong Siema en défense. Un joueur Kazna se fait attraper, laissant ses coéquipiers à 6 contre 7, mais Kaznakru montre sa suprématie en détruisant tous les chars adverses sans en perdre un autre. Néanmoins, les Polonais gagnent leur attaque en effectuant une capture au centre, mettant leurs adversaires hors de position. La victoire est cependant compliquée, malgré un bel avantage en début de bataille. Sur mine, le Brawl est remporté par Kaznakru, avec un très bon blocage de Uralfish permettant un premier kill rapide. Strong Siema souhaite éviter le Brawl en allant à l'ouest, mais cela ne change en rien le résultat. Une victoire 5-1 pour Kaznakru qui renoue avec le succès, tandis que Strong Siema enchaîne les défaites et s'approche dangereusement de la relégation. La surprise de la semaine vient de Tornado Rocks qui bat la dernière équipe invaincue hors Wombat Tanks. Les challengers, Oops et Knickebrod sont toujours aussi impressionnants et vont se battre pour finir dans le top 6 qualificatif pour les playoffs. Dans le bas de tableau, Out of Range et Strong Siema continuent leur série de défaites. La trêve hivernale débute donc avec une situation très réjouissante si on regarde le tableau des scores, puisque 5 équipes sont au coude à coude en haut du classement, plus les Wombat Tanks qui n'ont joué que 2 matchs. Il est donc impossible de pronostiquer un podium fiable, et il ne fait aucun doute que ces équipes reviendront plus motivées que jamais pour la reprise des hostilités et le retour des Wombats le 12 janvier. Il est temps maintenant de vous présenter le nouveau char premium qui n'est pas encore disponible dans le jeu au moment où nous enregistrons cette vidéo, mais qui devrait probablement l'être d'ici à sa diffusion. Je vais vous présenter l'IS-3A. Ce char était initialement nommé IS-3 Auto car il est équipé d'un système de rechargement automatique, mais on recharge ses obus un par un. Le nom a donc été changé en IS-3A pour éviter la confusion avec les chars à barillet. L'équipage est donc aussi constitué seulement de 3 membres. Le chef de char et le tireur pourront recevoir les compétences du chargeur, ce qui risque d'être un petit peu ennuyeux pour ceux qui souhaiteraient s'en servir pour entraîner leur équipage. Naturellement, la meilleure manière de se donner une idée des capacités du char est de le comparer à l'IS-3, puisque c'en est une variante, et que l'IS-3 aura un matchmaking standard. La principale différence est la cadence de tir,
puisque l'IS-3 recharge plus vite, mais a le même alpha que l'IS-3, ce qui lui confère un gain de DPM de plus de 13,5%. De plus, ces obus ne perdent que 4000 mètres de pénétration par rapport à ceux de l'IS-3, ce qui est négligeable, et ils tirent des obus APCR plutôt que AP, ce qui rend la visée à longue distance plus facile. Heureusement, ces avantages sont contrebalancés par deux défauts par rapport à l'IS-3. Tout d'abord, le gun handling est inférieur, puisqu'on passe de 0,38 de précision à 0,44, ce qui commence à être assez limité à longue distance. De plus, même si la vitesse de focus est la même, la dispersion au mouvement, rotation de tourelle et après un tir sont moins bonnes que celles de l'IS-3, donc vous passerez plus de temps à viser. Pour ce qui est de la résistance du char, le donnage est parfaitement identique à celui de l'IS-3, qui est excellent pour son tiers, et le char dispose de 50 points de vie supplémentaires, ce qui ne changera pas grand chose mais fait toujours plaisir. Au final, Wargaming a réellement réussi un coup de maître d'équilibrage avec ce char, puisqu'il est légèrement moins bon que l'IS-3, conformément à la promesse des créateurs du jeu de toujours vendre des chars premium moins bons que leur version standard. Cependant, comme l'IS-3 est l'un des meilleurs chars du jeu, l'IS-3A sera un char très compétitif, grâce à un DPM amélioré, et sera donc un excellent moyen d'engranger un maximum de crédits. Reste cependant à savoir combien il sera vendu, car sur le serveur américain où il est déjà disponible, son prix est d'un peu moins de 54 € avec 1400 gold en bonus, ce qui est loin d'être donné. Parmi toutes les équipes présentes en Gold League, Oops The Tough Giraffes est celle qui a le plus souffert pour y accéder. L'accession en ligue professionnelle peut se faire de trois moyens distincts, en étant à la première place lors de la fin de la saison en Silver League, la ligue semi-professionnelle, en étant finaliste du tournoi de relégation, ou bien en passant par un Open Qualifier dans le cas où une équipe ne remplit pas les critères de participation. Oops est la seule équipe à avoir tenté d'obtenir sa place pour ces trois moyens. Lors de la dernière journée en Silver League, ils affrontent Out of Range et ces derniers l'emportent, ce qui engendre leur redescente à la deuxième place, et Out of Range sécurise la première, synonyme de qualification directe. Néanmoins, cette deuxième place permet aux Oops de participer au tournoi de relégation, mais ils se font démolir par les USA, ex-équipe professionnelle, 5-0. Ces derniers cèdent face à Rusty Ruster qui accède à la ligue professionnelle. Normalement, Oops devrait revenir en Silver League, mais le désistement de Team Supreme leur permet de participer à l'Open Qualifier qu'ils remportent face à Go Hard Like Never sur le score de 5-4. Oops arrive donc en Gold League au dernier moment, mais ces arrivées tardives n'ont jamais été forcément le signe d'une mauvaise saison. De plus, c'est la seule équipe qui a été qualifiée sous le nouveau format e-sport, à savoir le 768, par rapport aux nouveaux venus. Cela leur donne un léger avantage, mais pour la plupart des joueurs, c'est aussi leur première saison en Gold League, et ils ont encore beaucoup à apprendre. Leurs forces sont leur propreté au niveau stratégique et leur très bonne vision d'ensemble. C'est une des rares équipes pouvant retourner la situation de manière stratégique et non individuelle, comme ce fut le cas contre Ding sur Himmelsdorf lors de leur défense de base. Néanmoins, faire durer le jeu contre eux revient souvent à obtenir une victoire, que ce soit dans les brawls où ils ne sont pas souverains, ou bien dans les préparations minutieuses d'attaque et de défense qui bloquent leur jeu. Sur l'ensemble des joueurs en ligue professionnelle, il n'y a que 2 Français, et les deux sont chez Oops. Super Silence fait partie de l'équipe, mais il n'a pu jouer les premiers matchs de la saison à cause d'un ban lié à l'obtention arrangée du T22 Medium. Insane n'a lui pas eu ce problème et a participé à tous les matchs. C'est l'artilleur de l'équipe et un des meilleurs de la ligue professionnelle actuellement, avec des tirs à l'aveugle très efficaces et une bonne anticipation des mouvements de ses adversaires. Oops fait partie des bonnes surprises du moment et est actuellement à la seconde place au classement avec 4 victoires et 12 points, et égalité avec les Ding tout en ayant joué un match de moins qu'eux. Ils sont en bonne position pour conserver leur place la saison prochaine en ligue professionnelle et peuvent espérer aller aux playoffs, même si leur calendrier de janvier n'est pas simple, avec Pentasport et Kaznaku comme prochains adversaires. Je vais donc maintenant avoir le plaisir d'interviewer Insane pour faire avec lui le point sur le début de saison et avoir son avis sur le jeu compétitif dans World of Tanks. Bonsoir Insane, et puis merci de nous avoir rejoints pour cette interview. Salut. Alors déjà félicitations pour le début de saison des Oops qui est vraiment excellent, surtout pour une nouvelle équipe en ligue professionnelle. Alors du coup, est-ce que c'est un peu une bonne surprise pour vous ou est-ce que vous étiez confiant de vos résultats? On a commencé donc cette saison donc déjà avec on va dire pas d'objectif clair. On a on va dire passé le l'Open Qualifier qui était donc mis à notre disposition, qui était vraiment très serré. On s'est retrouvé donc face à une équipe qui est quand même une bonne équipe, je pense, qui est les Go Hard.
Mm. On était sur du 4-4, donc c'est la map tiebreaker, qui était Ruinberg, qui est la map la plus facile à défendre sur tout le panel des maps qu'il y a sur donc le SL. On a réussi à gagner, c'était assez surprenant. Et donc on n'a pas du tout démérité par rapport à cette victoire-là. Et ça a été une surprise parce que on pensait pas passer face à une équipe comme celle-ci. Donc on est arrivé en Gold League avec une surprise et surtout avec beaucoup de motivation. Mm. Et clairement, je pense que l'équipe elle est bonne parce que on a des joueurs qui sont motivés, actifs, impliqués, qui sont à l'écoute. Pour le moment, c'est une bonne surprise qu'on fait. On a eu une première rencontre où il y avait les joueurs qui étaient énormément stressés. Mm. On Bien avait sûr. préparé des tactiques, des détails qui n'ont pas pu être mis en œuvre avec le stress. Ça s'est un peu mieux passé par la suite. Les joueurs, ils ont commencé à être un peu plus à l'aise. Parce que se faire streamer pour la première fois, c'est sûr que ça fait toujours quelque chose pour pas mal de monde. Bien Moi, sûr. j'avais vécu sur une saison entière auparavant, donc ça allait. Mais c'est vrai que les joueurs avaient eu un peu de mal à gérer ça. Donc pour résumer, donc le début a été un peu difficile. Après, on a passé énormément de temps pour faire de l'entraînement, créer des tactiques, créer une cohésion de groupe Ouais. aussi. Et donc les résultats sont venus naturellement, comme on a pu le voir. Donc récemment, là, on est à 4 victoires à la suite. Ouais. Donc notre dernière victoire, c'est sur les Dink, qui est une équipe qui est assez instable, je vais dire, mais qui est très bonne, qui est capable de mettre des gros résultats, comme de perdre contre nous sur le score de 5-1, qui a été la grande surprise, donc jeudi dernier. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. On continue à être sérieux, on continue à faire des entraînements, donc ça fait 5 à 6 fois par semaine. Là, on est sur la pause donc de Noël, donc Ouais. ça va être 1 à 2 fois par semaine seulement, pour qu'on puisse profiter pleinement de ces activités qu'on a personnellement. Et depuis janvier, on va reprendre assez sérieusement avec nos training partners russes, etc. D'accord, très bien. Et donc du coup, oui, c'est un clan international, donc avec principalement des joueurs allemands et puis un petit peu de toutes les nationalités autour. Ça va, ça complique pas trop les choses ou parce que vous êtes quand même, enfin quand on vous voit jouer, vous êtes vraiment une équipe très soudée, très Ouais. coordonnée. Donc Je dirais qu'on est l'équipe qui est une équipe vraiment sérieuse, mais on a vraiment une ambiance qui est très détendue. On, on s'entend vraiment bien tous entre nous. On a à peu près le même panel d'âge, autour de la vingtaine d'années, à peu près tous. Donc on a des bons délires, on s'entend plutôt bien, et le courant il passe très bien. On sait être sérieux, mais on sait aussi délirer, on sait aussi prendre du fun ou quoi que ce soit, et ça nous réussit plutôt bien pour le moment. et c'est vrai que j'avais vu la vidéo que tu m'avais envoyée, des compilations de plus ou moins de fails de l'équipe. On sent Mhm. l'équipe qui voilà qui prend au sérieux l'entraînement, mais qui derrière c'est déstressé, c'est un petit peu déconné. Donc bah, Voilà, c'est exactement. très bon pour vous. Oui, ça évite On de laisser monter est, la pression. on est capable, voilà, d'être sérieux, de gérer la pression dans les moments importants, et on est capable aussi par la suite euh, de faire un bilan, de rigoler de nos erreurs, d'être fier de nos points forts, et c'est ce qui fait la force de l'équipe, Ouais, nickel. clairement. Ok. Et du coup, bah, quelle est ton impression, ton sentiment sur la scène e-sport World of Tanks française à l'heure actuelle? Malheureusement, je trouve qu'elle est très mal représentée. Je vais dire, je dis très mal, qui est un mot assez fort. Euh, Clairement, on a énormément de joueurs sur Route dans la communauté francophone, et je trouve ça vraiment dommage que l'intérêt pour l'e-sport ne soit pas développé comme je le souhaiterais. Mais bon, c'est sur la bonne voie. Et je tenais à le préciser, l'e-sport sur Road, c'est vraiment accessible. C'est-à-dire que si on a du temps, la motivation, on peut vraiment travailler des tactiques, des cohésions de groupe. Tout est vraiment perfectionnable sur ce jeu. Et c'est vraiment possible de devenir bon, voire très bon. Pour ma part, ça fait un peu plus d'un an que je suis en e-sport. J'étais déjà la saison dernière en Gold League parce que je me suis investi énormément, j'ai mis énormément de temps, en particulier donc sur les tactiques et sur le lead. Mhm. Et ça fait clairement la différence sur ce jeu-là. Donc j'invite vraiment la communauté française à s'investir parce que bon, quand on démarre l'ESL, logiquement, on démarre pour les golds. Voilà. Moi-même, j'ai démarré l'ESL sans aucune conviction particulière, même si j'étais vraiment compétiteur. Au début, c'était pour des golds. Ensuite, on prend vraiment goût À à jouer. l'ambiance.
à l'ambiance, aussi trouver une cohésion de groupe qu'on peut pas avoir forcément en clan war, même si j'ai fait énormément de clan war et j'en ai lead énormément. Jouer à 7, c'est vraiment, on va dire, un groupe beaucoup plus intime, sur lequel on a des réflexes, un langage particulier. Parfois, on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Les shields, le focus se fait automatiquement. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas retrouver en clan war malheureusement, parce que c'est sur un format de 15 joueurs. Enfin, 15 joueurs pour le tier 10 en l'occurrence. Et c'est vraiment ce que je recherche en ESL. Pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus intime pour avoir une équipe beaucoup plus soudée et beaucoup plus efficace finalement. D'accord, bah nickel. Du coup, est-ce qu'il y a un événement sur lequel tu as envie de revenir, quelque chose qui t'aurait particulièrement marqué ou particulièrement plu au cours du jeu ou en particulier de compétition? L'événement qui m'a le plus marqué à l'heure d'aujourd'hui, c'était bon la seule LAN sur laquelle j'ai participé. C'était, on va dire, la Gamer Assembly à Poitiers. Donc c'était cette année-là. Euh, En l'occurrence, ça m'a permis vraiment de me retrouver euh, avec les joueurs de manière très proche, de manière, on va dire, différente. Donc plus d'écran pour vraiment nous partager. Un autre contact aussi, pouvoir avoir ses ennemis face à nous, qui permet d'avoir des relations différentes finalement. C'est vrai que derrière la compétition, on est tous vraiment tendus, on peut tous même associer vraiment l'ennemi à des personnes, alors que voilà, quand on se retrouve en LAN, on se rend compte que voilà, on prend vraiment du fun et on prend vraiment du plaisir à jouer quoi. Et c'est surtout des sensations qui sont différentes parce que la pression est même au-dessus. Donc même si sur cette LAN dont je me rappelle que j'avais participé avec les Next n'avait pas été, on va dire, extraordinaire sur la finale, on avait perdu 5-1 contre les Millennium, ça avait été quand même un très bon moment passé, et puis j'avais même pu partager avec d'autres personnes qui n'étaient pas de l'équipe Next, qui faisaient partie de la communauté française, et puis ça avait été vraiment un très bon moment quoi. Ok. Bon bah très bien, effectivement, un événement qui avait l'air sympa. Eh bien, bah, je te remercie beaucoup pour d'avoir participé à cette interview. Et puis, bah, je souhaite à toi et à ton équipe pas mal de réussite pour la suite de la saison. Ah, merci, et puis bonne continuation à toi pour l'émission. Merci. Le concours de cette dernière émission avant la trêve hivernale est une épreuve de précision, puisqu'il récompensera celui ou celle d'entre vous qui mettra le plus grand nombre de buts dans une partie, sans en mettre un seul à côté. Pour participer, il suffit de nous fournir le replay de votre partie jouée en mode standard sur lequel tous vos tirs ont atteint leur but. Et pour les petits malins, je précise que les tirs dans les alliés seront considérés comme des tirs ratés. Il n'y a pas de limite de tiers, mais la partie devra avoir été jouée entre maintenant et mercredi prochain minuit. Et maintenant, pour clore cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter le meilleur replay de la semaine, en duo avec Pipajim. Il s'agit cette semaine de la première bataille de la rencontre entre les Kazna Crew et les Tornado Rocks. Ok, donc bonsoir Pipajim pour cette petite partie entre les Kazna et les Tornado Rocks, alors que les Tornado mènent déjà 3-1. Donc c'est leur première game sur mine. On voit qu'ils ont toutes les deux équipes ont sorti des compos vraiment composés de médium principalement, plus des 50B. Donc des compos très mobiles et avec un bon DPM. Donc on va voir, je pense que ouais, ça va être la prise de la colline qui va être visée par les deux. Voilà, c'est sûr, là les deux équipes vont essayer à mon avis, d'essayer de prendre la colline. Après il y a une petite nuance, il y en a une équipe a pris 2 tiers 9, l'autre un tiers 8. Donc bon. Est-ce que ça va se voir sur cette partie? Ouais, je pense que ça va plutôt être la prise de fight, le focus qui vont faire la différence, on va dire pas forcément les chars. Ok. Les Badgets qui arrivent en premier avec le scout. Ouais, qui est encore en reload. Cher. C'est ça le problème du Badget, hein, c'est son reload. T'as encore 10 secondes de reload quand t'arrives sur la colline. Donc le RU est déjà sorti. C'est dommage. Ça va être. Ouais, je pense. Ouais, c'est bourrin. C'est vraiment très très bourrin quoi. Ouais, le Batchat Kazna va se faire probablement sortir par son homologue. Il a vraiment un gros déficit de points de vie. C'est vrai qu'ils réussissent à le sortir là, il me reste que 11 PV donc je pense que c'est un risque à prendre. Après, le problème, s'il avance un peu plus loin, Rox il risque de se faire shooter par les Kazna donc
peut être un problème. Ouais, ne pas se laisser tirer dans un piège. Ok. Se jauge, de l'autre côté, c'est toujours les échanges de tirs. Personne essaie de monter sur la colline. Ce serait suicidaire. Ouais, bah, je pense que là c'est pas un bon plan. Batchat qui va essayer de caler des petits tirs. Ouais, qui est bien placé, tant qu'il ne saute pas sur lui. Dommage, il y a un tir qui a été perdu. Un push des Kazna sur les Rocks. Pour l'instant, ils prennent très cher les Kazna, hein. Ils sont très low life. Ouais, mais enfin, les Rocks ont Ouais. deux chars qui sont. Ouais, enfin, surtout un qui est bientôt sortable. 150 ouais, bon, pour le moment, c'est vraiment très serré. Pas d'avantage d'un côté ou de l'autre. A noter aussi qu'ils ont pris 3 50e les Rocks. C'est assez curieux comme choix de char. C'est pas un char qui a énormément de DPM, mais qui est un peu blindé, mais bon, à ce niveau-là, il y a beaucoup de gold qui sont tirés, donc oui, voilà. C'est pas le blindage qui va les sauver. C'est ça. Après, c'est un excellent char pour aller ramener les adversaires, mais c'est ça. Tant que t'es en montée, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Là, c'est ça, quoi. Ah, oh, le Batchat là qui va faire un carnage. Je pense que là, il va pouvoir vider son clip tranquillement. Ouais, tac. Alors, ça va coûter cher au Kazna. 50B qui va sortir, et voilà, ouais, et puis le Nexus qui va aussi partir avec le dernier obus du bat. La ligne, tranquille. Ouais. Bon, bah, j'ai un gros GG de la part des Rocks. Ouais, bah, partie très rétendue, mais on voit encore la capacité du Batchat à retourner une game sur la fin avec son barillet, à achever les survivants de la bataille. Toujours sympathique à regarder. C'est ça, bah là avec la nouvelle mise à jour, avec les nouveaux chars tchèques, je pense que le Batchat va être un peu remplacé dans les parties même à haut niveau, je pense. On va beaucoup plus voir des TVP, donc les tiers 10 tchèques. Donc voilà quoi. Donc oui, c'est sûr que le Batchat joue toujours son rôle. Bah, il aura toujours son rôle de scout. Après, effectivement, le TVP est quand même à un reload beaucoup plus court, donc beaucoup moins susceptible de se faire sortir alors qu'il est en reload. Donc, c'est ça, il a un reload 2 fois plus rapide, donc c'est quasiment 2 fois plus rapide par rapport à un Batchat, donc c'est pas négligeable quoi. Même s'il y a moins d'obus dans le barillet, c'est quand même beaucoup moins risqué à sortir quand même. C'est ça, ouais, exactement. Ok, eh bien merci d'avoir commenté ce replay avec moi. Merci, à bientôt. À bientôt. C'était le meilleur replay de la semaine avec une très belle victoire des Tornado Rocks. Je vous laisse maintenant en compagnie de Kiefer pour un tutoriel consacré à la prise de décision et au placement en début de game. Quant à moi, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et vous donne rendez-vous au 21 janvier pour la reprise de la Wargaming Gold League Europe. Merci de nous avoir suivis et à l'année prochaine.